Bonjour à toutes et tous. Alors c'est très émouvant pour moi d'être ici pour cet hommage et je suis vraiment heureuse que le SILA ait pris l'initiative de faire cet appel à la mémoire d'Amzienne. Pratiquement presque un an se sont écoulés. On est au mois de novembre. Il est parti le 31 décembre en nous faisant ce sacré coup de s'assurer que nous nous rappellerions de lui à chaque réveillon. Je peux d'ores et déjà dire que l'année fut difficile parce qu'en fait, ça faisait à peu près 15 ans que nous connaissions et en fait, c'est une amitié qui s'est construite au fil des années et qui s'est consolidée au fur et à mesure, mais qui a vu son paroxysme pratiquement un an avant son décès parce que nous avions commencé à travailler ensemble sur un projet lié au secteur de la culture dans lequel il s'est beaucoup impliqué à travers la formation. Quelque part, c'était pas forcément sa première... pas sa première compétence, parce qu'il a fait tellement naturellement, mais en tout cas, il n'avait pas pour habitude de le faire, en tout cas assez rarement. Et puis, ça a été si naturel de s'impliquer avec ces jeunes, donc sur une formation en création de contenu culturel. Donc, ça s'est passé à Alger, on est parti aussi à Oran, et il travaillait avec nous sur la création d'un guide juridique qui rassemblait les lois et les règlements du secteur de la culture. Donc, tout ça a fait qu'on se voyait presque tous les jours pendant cette période et puis en fait on arrivait à lier bien sûr rigueur de travail et en même temps c'était un homme qui, comme il disait, qui était sérieux mais qui ne se prenait jamais au sérieux, donc ça se terminait et ça se déroulait souvent avec des grandes rigolades et nous on se retrouvait souvent tout le temps dans la cuisine d'Artissimo. Et là-bas, on refaisait à chaque fois le monde, on imaginait plein de projets, on essayait, enfin il essayait en tout cas, il avait une intelligence et une curiosité qui étaient très étonnantes. Il pouvait regarder ce bouchon de bouteilles en plastique et vous en écrire une histoire. Il était curieux de tout et très observateur. Et moi, je sais que j'étais très admirative en fait de cette forme d'intelligence et de son érudition. Donc nous avons passé vraiment des moments extraordinaires. Il avait aussi par l'humour, en fait, son humour cachait aussi beaucoup de sensibilité. Justement son second degré caché voilà, l'amour de l'autre, en fait, au-delà de la transmission qu'il adorait, mais c'était l'amour de son prochain. Donc, avec les élèves, il revenait sur tel détail. J'ai remarqué que cet apprenant venait de loin. Il faut appeler absolument la direction et leur faire un courrier officiel pour qu'ils puissent assister. C'était des attentions auxquelles moi, qui suis aussi assez je pense un peu empathique, mais franchement auquel je ne pensais pas. Et il faisait les choses dans la forme, dans les règles de l'art. Ça veut dire, lorsqu'il fallait faire un écrit, il était brillant, il le faisait corriger par plusieurs personnes, donc il considérait tout le monde, alors que nous, je veux dire, qu'est-ce que j'allais corriger sur un courrier ou une lettre qu'allait faire Amzienne, quoi. Mais il avait aussi cette finesse et cette délicatesse, cette infinie modestie, en fait, de se considérer comme égal aux autres. Et du coup, vraiment, c'était un travail de dentelle qu'on faisait avec les apprenants. Et après, il y a eu, par exemple, à Oran, où là, les journées étaient très dures, parce qu'en fait, le contenu était très chargé. Mais à chaque fois que je me sauvais, j'ai été prise par un truc administratif, avec les participantes, pendant les pauses, à discuter, à refaire le monde, à leur raconter leur vie. Et puis comme ça, le soir, on se retrouvait après les formations et on a découvert plein de liens. C'était vraiment des moments. Et c'est drôle parce que
je savais, et lui savait, que c'était des moments qui étaient évanescents et mais sur lesquels vraiment on a profité d'une simplicité qui, que l'on pouvait apprécier, c'est-à-dire le fait d'échanger, de rigoler sur des petites choses, de se retrouver ensemble, à partager, à refaire le monde. Pour lui, c'était ça la vie, et on a eu la chance d'en profiter. Son décès a été terrible pour nous, mais aujourd'hui, on va peut-être se concentrer sur ce qu'il a donné. Je reviendrai après sur une petite histoire, voilà, une anecdote que nous avons vécue, mais peut-être qu'on pourrait donner la parole à Ahmed, qui a travaillé avec lui et avec qui nous avons tellement échangé, en tout cas autour du projet avec Artissimo, entre autres. Vas-y, pourquoi tu me rejettes le truc? Pour que vous le donniez, sinon D'accord. Bon, je te redonne la parole. Donc je redonne la parole à Ahmed. Salam alaikum. Bon, en vérité, je ne pouvais pas venir car j'aime pas trop parler des gens qui nous ont quittés, que ce soit qu'ils sont proches ou non. مزيان فرحاني عشت معاه قريب 25 سنة خدمنا كيف disons, on a trouvé des points en commun. Et le fait de parler d'une personne qui a disparu, ça me faisait un peu bizarre. Parce que ça fait seulement une année, ça passe vite. Mais en vérité, c'était mon frère à qui j'ai demandé de parler à ma place, parce qu'il le connaît aussi, il connaît toute la famille pratiquement. Mais en fin de parcours, bon, il faut dire les choses parce que je connaissais des choses que mon frère ne connaissait pas, et aussi les amis que Mziane Farhani connaissait, ils vont parler d'une autre facette. Moi, je vais dire la chose, mais il faut la prendre avec beaucoup de guillemets. On était un couple, donc 25 ans de vie en commun, parce que vivre avec dans une entreprise, on passait 15 heures par jour. Je pensais un peu plus. Moi, je voyais Mziane كتر من ma famille proche. Et lui aussi. Donc, c'est un peu difficile. Mais on n'était pas... On était vraiment le yin et le yang. Et Madame Yahil est présente, elle m'a raconté une anecdote qui lui-même lui a dit que j'étais son contraire. On ne se ressemblait pas du tout, mais malgré ça, on a trouvé un compromis. Ce compromis, c'était notre passion pour la communication, notre passion pour la culture, notre passion pour... sans avoir une... Comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. On aimait ce qu'on voulait faire, sans pour autant voir le côté financier, etc. Mais vraiment, la passion nous animait. C'est pour ça qu'on restait des heures et des heures sur un travail, sans penser est-ce que ça nous fatiguait ou non. Bon, je vais vous dire les belles choses. Mziane Farhani, on ne pouvait pas sortir avec lui. Car quand on sortait avec lui, le trajet de 100 mètres prenait 1 heure. Parce qu'il connaissait tout le monde. Alors, Didouche Mourad, je ne vous dis pas, ceux qui connaissent Didouche Mourad, Tariq Sghira, Bsah, Sahabou Kbar. Donc, chaque moment, un ami, il restait 10 minutes avec lui, une fois, de 20 mètres après une autre personne. Donc, un trajet de 100 mètres nous prenait 1 heure. Donc, c'est pour ça qu'on évitait de sortir ensemble, surtout dans les rues d'Alger. Il y a aussi... il y a tellement de choses que j'ai écrit quelques mots comme ça. Il y a une chose qui me faisait rire, c'est que lui et moi, on avait un point en commun. On était tout le temps en retard à nos rendez-vous. Bon, c'est pas parce qu'on n'aimait pas trop ponctuel, on était quand même. Hein. Bon, sinon, les gens ne feraient pas confiance. Mais pratiquement, on était un petit peu en retard. Chacun avait ses excuses.
Mais lui, il avait une passion. Dès que chaque excuse, il romançait son excuse. Et je ne sais pas comment il faisait, mais il lui arrivait toujours des choses bizarres, biscornues, quand il venait en retard. Donc ça, on avait cette chose en commun d'être tout le temps en retard. D'ailleurs, pour les connaissances, une fois quand j'allais demander la main de ma femme, je lui demandé d'être avec moi parce que, étant donné que mon père était assez âgé, je ne connaissais pas la famille de ma future épouse, et toujours mon épouse bien sûr. Donc, je lui ai demandé d'être avec moi parce qu'il tenait, entre guillemets, le mot crachoir. Il pouvait parler avec tout le monde. Bizarrement, quand on rentre chez ma belle famille, il connaissait tout le monde. Voilà. C'est problématique, ça veut dire, même ma belle famille, future belle famille les connaissait. Donc, c'est une chose. Il y avait aussi... alors, quelque chose que je pense qu'il aurait pu être un acteur. Oui, un grand acteur. D'ailleurs, bon, c'est pas pour le dénigrer, mais ni pour faire. Il adorait, je m'excuse, hein, mais il adorait être sur les projecteurs. Indirectement ou directement, mais il aimait bien être sur les projecteurs. C'est pas par orgueil ni par vantise, mais il adorait être sous les projecteurs et parler de sa passion de la culture, sa passion du livre, sa passion des auteurs, de l'Algérie, son amour pour l'Algérie. Tout ça, il aimait être sous le projecteur. Bon, je vais dire une petite chose à Fafa, elle est là, Madame Farhani. Une fois, il m'a raconté une histoire concernant, il adorait une chose, entre guillemets, sa famille. Alors, sa famille passait avant tout. Ça, je vous la sors. Même pour le travail, il y avait sa famille après le travail. Et ça, j'apprécie en lui ce côté. Et une fois, il a beaucoup aidé son fils Hassan, qui est réalisateur, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a pris plusieurs prix au niveau national et international. Et une fois, il était invité, Mziane, à une soirée. Et on le présente. Il y a quelqu'un qui lui dit voici, je vous présente M. Mziane Farhani, journaliste. Alors il dit Mziane Farhani, ah, vous êtes le père de Hassan Farhani. Et là, il me dit avant, on me reconnaissait moi, maintenant, on me reconnaît à partir de mon fils. Et ça lui faisait un petit peu plaisir et en même temps, il disait que les projecteurs commencent à un peu s'écarter de sa personne. Mais bon, toutes ces facettes, il y a d'autres, vraiment, j'ai essayé de me rappeler, il y a tellement de choses intéressantes. Parfois, ça nous arrivait de nous quereller pour des choses utiles, bien sûr, que ce soit pour le travail ou autre. Et quand moi je m'excuse, ou c'est lui qui s'excusait, il me dit mon frère. Moi je lui dis non, tu n'es pas mon frère, tu es mon ami parce que je t'ai choisi. En plus de ça, le premier meurtre qui s'est passé dans le monde, c'était un frère. Donc je préfère te dire que tu es mon ami que mon frère. Donc bon, je pourrais rester comme ça des heures à parler de lui, comme le ferait un binôme, mais bon, il y a Madame Wartsi Zafira qui a son message à dire, et Monsieur Denis Martinez, qui est aussi son ami, qui pourra vous parler de lui, de notre facette de sa connaissance. Et je vous remercie. C'est comme ça. Moi, je voulais partager avec vous une anecdote que j'ai vécue au mois de mai donc 2023, et donc ensuite j'ai partagé avec Mziane. Il se trouve, alors à la base c'est pas du tout drôle, mais j'étais allée en week-end à Béjaïa, et puis à l'aéroport au retour, je me retrouve dans une histoire complètement stupide, agressée quasiment physiquement par le mari d'une diplomate ou coopérante espagnole, un truc hallucinant, donc qui
qui m'a vraiment surprise et qui allait prendre vraiment des proportions très graves parce que il fallait se défendre, il fallait voilà, réagir à cet incident. Là n'est pas le propos de. Et puis donc je rentre à Alger furax parce que je n'avais pas compris ce qui s'était passé et que je n'avais pas pu réagir parce que c'était justement des diplomates et qu'ils ont le passeport diplomatique, etc. Donc j'avais l'intention d'entamer des procédures, mais dans tout ça, bon, finalement les choses se sont un peu calmées. Du coup, premier appel, j'appelle Amziane pour lui raconter. Et lui, c'est-à-dire que même quand il était pas avec moi, je connais son regard parce qu'en fait, il écoute, il est très attentif, donc il était là. Je sentais que ça montait lui aussi. Mais comme moi, en fait, je me suis pas rendu compte, mais on est tellement énervé, puis on est finalement méditerranéen, donc j'allais, mais tu te rends compte, et elle m'a dit, et elle m'a fait, je vais faire, enfin bref, ça a duré. Je pense que je l'ai saoulé, mais vraiment pendant un moment. Bref, je lui dis de toute façon, je te tiens au courant, et oui, bien sûr, ne te laisse pas faire et tout, mais il était resté assez silencieux. Minuit ou 1h, je m'étais pas, je sais pas, le lendemain matin en tout cas, je me réveille et je reçois un mail d'Amziane. Alors oui, il se trouve que à ce moment-là, par hasard, nous organisions à Artissimo un récital de piano et le pianiste allait interpréter un répertoire d'un compositeur espagnol d'une époque médiévale ou un truc comme ça. Donc on était vraiment dans la thématique. Et là, je reçois le mail et je vous lis quand même le texte parce que c'était du pur Amziane. Donc, alors, donc l'objet du mail, petit conte nocturne et vengeur. Une matrone ibérique ayant eu vent du concert d'un pianiste espagnol en cette terre barbare, s'y rendit toute heureuse de s'ennoblir ainsi, au bras de son matamor aussi roturier qu'elle. Ils traversèrent la ville, jetant de temps à autre un regard de mépris sur ses habitants vulgaires, mauresques, insultants de joie. Sur l'avenue, elle laissa traîner le sillage de son eau de cochonne, pas assez capiteuse pour couvrir son haleine d'ail et de merguez. Mais qu'importe, dans la fange de sa face de truie, elle se sentait reine, descendante de Charles Quint, qui n'avait pu prendre cette ville. Son cavalier n'était pas peu fier. Ils arrivèrent ainsi au concert, bras dessus, bras dessous. L'hôtesse des lieux accueillait les convives. Elle, ce n'était pas possible. Dès qu'elle les vit, la princesse de la soirée, qu'ils avaient rabrouée et brutalisée la veille, ordonna qu'on les mette à la porte en les balançant du balcon. Personne ne comprit pourquoi, mais eux en connaissaient la raison. Et juste avant de s'écraser au sol dans une infâme et nauséabonde bouillie, ils virent la porte de l'enfer s'ouvrir pour eux. Mais ils étaient si demeurés qu'ils se crurent élus par la grâce divine. Alors quand vous recevez ça, vous dites ma foi, au moins on aura rigolé et ça amoindrit tout l'aspect dramatique de cette histoire, bon, qui s'est finalement terminé en queue de poisson, mais en tout cas c'était un moment exceptionnel. Et lorsque je relis tous les mails qu'il m'envoyait, en fait c'était à chaque fois un roman, une histoire, un conte, et c'était extraordinaire de lire et d'en discuter avec lui ensuite. Voilà. Je vais peut-être vous donner la parole, Denis Martinez. Bon, c'est un peu difficile d'intervenir après toutes ces anecdotes, ces moments forts que vous avez vécu avec lui, etc. Et je peux dire que vous avez eu de la chance de l'avoir côtoyé ces dernières années, parce que bon, en tant que personnage, j'étais obligé de prendre le chemin de l'exil un certain temps. Bon, j'ai pu le revoir quand même, hein. Mais moi, je vais vous parler d'Amziane Ferhani d'avant les années 90. Bon, j'ai eu à le côtoyer après, bon, pour certains événements, mais
Moi, voilà, c'est vrai que nous sommes d'une génération, ce que j'appelle de l'Algérie des utopies, hein, d'abord, ensuite l'Algérie de la grande conscience, c'était dans les années 80, etc., etc. Et c'était une période, enfin, nous étions jeunes, j'étais très jeune, et donc j'avais à me faire, moi en tant qu'artiste, j'avais à me faire dans une Algérie qui était en train de se rêver. Et donc avec des artistes, des intellectuels, des hommes de théâtre, des écrivains au collège qui eux aussi étaient dans cette aventure. Et on se fabriquait en se côtoyant les uns les autres. C'est-à-dire que moi, ici, aujourd'hui, j'ai des morceaux d'Amzen Farahani, j'ai des morceaux d'Arjaoud, j'ai des morceaux d'Aloula, enfin, je suis fabriqué de tout ça. Et à chaque fois, je peux dire c'est terrible, parce que bon, j'ai des morceaux de Tarjaoud, de Khardina Mayar, comment elle s'appelle, les grands journalistes de la presse, les grands journalistes, comme... j'ai noté les noms parce que ma mémoire, ça ne va pas. Alors là, oui, Mouni Barrah, c'était les grands de l'époque. Tar Majdoub, Djahad Abdelkrim, Chnikhi Ahmed, etc. etc. Bon, ça, c'était les hommes de l'écriture. Puis je parle de Aloula et puis d'autres, etc. Bon, tous ces gens-là, on était, nous étions des complices. On partageait, même si parfois on n'était pas d'accord sur tout, mais on partageait nos expériences très très fort. Et je remercie le destin de m'avoir donné la possibilité de côtoyer tous ces hommes, ces personnages riches, forts. Et donc, Abdel Ferhani, c'est vrai, pour moi, c'était l'homme tranquille à qui on pouvait, enfin, même avec tout ce qu'il disait, c'est vrai, avec beaucoup d'humour, de gentillesse, et de grandeur d'esprit, d'ouverture, de culture très forte. Et c'est quelqu'un qu'à chaque fois qu'on avait à le côtoyer, on se sentait à l'aise, ça nous faisait du bien. Et bon, à l'époque, quand j'enseignais aux Beaux-Arts d'Alger, que ce soit avant l'école supérieure ou après, avec Ahmed Asla, Allah yarhamou, voilà encore quelqu'un, il venait souvent nous voir là-bas, parce qu'il habitait à l'époque pas loin du Sacré-Cœur, par là-bas dans le coin, c'est ça. Hein. Donc il venait souvent nous voir, on discutait des fois quand on faisait des conférences, des débats, des rencontres au collège. Il était là, toujours à l'écoute. Et puis je me rappelle une fois, bon j'avais... Pas une fois, à une certaine époque, j'ai travaillé sur un projet une publication sur un certain nombre de poètes de mon choix, que je devais illustrer entièrement. C'est-à-dire qu'à une époque où je considérais que les gens faisaient très peu le geste d'acheter de la poésie. Par contre, l'image, ils étaient attirés par l'image. J'ai eu envie de faire une petite anthologie de poètes de mon choix, comme une bande dessinée. C'est comme une bande dessinée que j'ai là, d'ailleurs, et je l'ai ici. Hein, là, et j'avais envie... Bon, alors là, il y avait Hamid Tibouchi, Abdelhamid Laghouati, Allah yarhamou, Tahar Jaoud, Allah yarhamou, Moussawr Boulanoir, Allah yarhamou, et puis Azraj et un autre qui était arabophone, qui se trouve en Angleterre maintenant. Bon. Je voulais une préface de la part d'Amzian Farhani Chizali. Il m'a dit, tu viens. Bon, j'étais avec la Rouati. Bon, j'avais les planches avec moi. Et bon, on me reçoit tranquillement chez lui. Et on discute. Alors, bon, il m'a dit, bon, je vais écrire la préface, ça m'intéresse. Mais je dis, bon, j'ai un problème, je n'ai pas encore trouvé le titre. Et il m'a dit, ben, écoute, d'après ce que je vois, moi je propose Bouche d'incendie. Ah oui. Il dit oui. Alors,
il m'a expliqué pourquoi. Après, il explique dans sa préface. Alors, je vais vous lire quelques passages de cette préface-là. Bon, je ne lis pas tout, hein, mais par contre, il dit quoi d'étonnant encore que ce type sérieux trouve une alcôve de prédilection dans la poésie. Cette littérature qui a sans doute conservé le rapport le plus sensoriel entre l'œil et la main. Rien de surprenant, enfin, que ce soit le peintre Denis Martinez, dont les toiles étaient si souvent parcourues d'écriture, qui se mette en tête et en plume de nous communiquer sa façon de sentir la poésie de son pays, ses bouches d'incendie d'une considérable exigence. Bouches d'incendie parce que ses voix, imprégnées des orages d'un combat séculaire pour la liberté, ne peuvent que jeter le feu de l'Éternel, changement contre les huileries sordides du mensonge. Bouche d'incendie parce que tout itinéraire particulier pris en compte, il est clairement signifié ici qu'un pluriel peut s'accorder avec un singulier, plusieurs foyers avec une même flamme. Bouche d'incendie aussi parce que, comme celle toute prosaïque des trottoirs, la parole même la plus amère apporte un apaisement aussi indéniable que l'eau en brisant l'infinie horreur du silence. Ni cracheur de feu, ni pompier, irrémédiablement poète. Le cri peut être baisé, mais faut-il vraiment en dire plus? C'est comme ça qu'il terminait son texte. Et bon, ça, beaucoup de gens se posaient la question, pourquoi bouche d'incendie, pluriel, etc. Et en fait, il avait trouvé le mot qu'il fallait, il avait la phrase qu'il fallait. Et là, à partir de là, nous sommes restés sur des complicités créatrices. Enfin, on arrivait dans le partage à déclencher des effervescences. C'est comme ça qu'on avançait à l'époque. Et bon, le temps est passé, quand les années noires sont arrivées, que le destin nous a obligés de prendre la route par-ci, par-là, j'avais quand même ce plaisir terrible de consulter Al-Watan pendant un certain temps et d'ouvrir la double page chaque semaine de Art et Lettres. Ça faisait du bien. De la compétence, de la grandeur d'esprit, de la qualité, de la formation positive, importante, et qui traversait comme ça par le moyen d'Internet, etc., qui devait entre nos mains, ça faisait du bien. Et donc, après, quand le temps est passé, que nous sommes retrouvés sur le terrain, avec des retours pour le festival engagé et autres, et puis bien entendu d'autres actions artistiques, j'ai eu à lui demander une fois, parce que grâce au festival de cinéma engagé, j'avais rencontré quelqu'un qui venait de Saïda, un responsable et à qui j'avais demandé des nouvelles d'une fresque que nous avions fait avec Khda Ben Barded et notre ami Doran pour le village de Marmora qui a été construit tout au début de la révolution agraire. Et donc il m'avait dit que cette œuvre existait toujours et qu'elle avait été mise dans l'école du village et qu'il y avait toute une histoire derrière. Bon, alors j'ai dit à Mzen Farhani, écoute, on va y aller. Est-ce que ça t'intéresse de venir voir, assister? Il m'a dit, je ne peux pas, c'est impossible, etc., etc. Mais il m'a dit, mais par contre, je te fais une proposition. Écris l'article toi-même. C'est-à-dire, fais comme un carnet de voyage.
Je dis, mais je sais. Mais il me dit, écoute, débrouille-toi, mais tu vas le faire. Et en fait, bon, c'est vrai, ça m'a permis justement de mieux enregistrer les moments vécus, etc. Puis au retour, ça a permis une magnifique double page sur ce retour à Marmora. C'était une aventure dingue. Dingue. Et c'est comme ça qu'à chaque fois avec Hamza Ferhani, quand il ne peut pas, il dit vas-y. Hein, c'est bon. Voilà. Et bon. Alors, l'avant-dernière fois que je l'ai vu, c'était au Beaux-Arts d'Alger, quand ils avaient organisé un hommage à Abdelkrim Djilali, le journaliste. Et c'est à cette époque, bon, il est venu, là, il a assisté, là, et lui, il a raconté comment, lui, il a formé Abdelkrim Djilali, comment il a, etc. Mais on se revoyait depuis, on ne s'était pas vu, et puis il me regarde, il me dit, c'est bien, tu as pris de longs bons points. Et alors là, je dis, parce que frère, lui, c'était un plaisir. Pour lui, c'était positif. Après, je dis, d'accord, ok, ça, c'est l'âge, le temps. Bon, et après, quelques temps plus tard, je préparais une exposition à Dar Abdeltif. Et là aussi, c'est pareil, je dis, bon, j'écoute, je voulais créer un certain nombre d'événements dans le parcours de l'exposition. Et je lui avais fait une proposition pour faire une conférence à la fois sur Tahar Djaout et sur Nourdin Saadi, c'est-à-dire le rapport qu'il pourrait y avoir entre les deux par rapport à la peinture. Et lui m'a dit, écoute, non, je te propose quelque chose. Et c'est lui qui m'a proposé le thème de la conférence. Et il m'a dit, voilà, c'est Martinez vu par. Donc il a proposé, lui, Ali Silem, Karim Serwa, de mes anciens étudiants, et Djawdet Gessouma. Et c'est lui qui a pris ça. Je dis, ben ok, c'est bon. Et voilà, et puis ça s'est très très bien passé. Ça s'est très très bien passé. Moi, j'étais un spectateur à assister, à voir comment des gens me racontaient, etc. Bon. Et j'ai eu du mal. Après, quand j'ai su que c'est pas, c'est-à-dire que c'est, comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois, c'est un morceau qu'on ne veut pas, hein, il est là. Voilà, je ne peux pas dire plus. Merci beaucoup, Denis, pour cette intervention émouvante. Merci, Zafira. Merci, Ahmed. Comme tu es un peu le grand truc. Tu veux prendre la parole? Tu veux dire quelque chose? Je voudrais dire une chose, vu que nous sommes dans le salon du livre, il a beaucoup participé, Mzian Farhani, au salon depuis plus de 16 ans, en tant que quelqu'un qui a participé dans l'idée, dans le concept de certaines choses au niveau du salon, qui a amélioré un petit peu la vision qu'on avait du salon du livre. Ça a commencé par le premier slogan, si je ne me trompe pas, attendez, ma mémoire fait défaut. J'ai oublié. Je vais me rappeler. Et c'était la première édition. On a fait il a fait un très beau slogan pour l'édition. Et c'était ça qui a commencé cette aventure du SILA. Et il avait une idée que j'aimerais bien partager avec lui. Le fait qu'on dise que l'Algérien ne lit pas, c'est faux. Il disait que si deux personnes rentraient dans une librairie, si un il avait les moyens d'acheter un livre, il l'achète. Son ami ne peut pas l'acheter.
Après, ils sortent, l'autre lui prête le livre. Mais l'autre, celui qui l'a acheté, n'avait pas le temps de le lire. Alors, qui avait lu ce livre? C'est celui qui ne l'avait pas acheté. Donc, c'est pour ça que dire que l'Algérien ne lit pas, l'Algérien lit, mais à sa manière. Lit par emprunt, lit par des petites choses comme ça, mais lit. Le fait de ne pas acheter un livre, ça ne fait pas de nous des longs lecteurs. Le fait de dire que les étrangers lisent dans le métro parce que la distance est longue, c'est tout. Ils perdaient, disons un petit peu, le temps de rester, parce qu'ils ne pouvaient pas discuter. L'Algérien, quand il a un long chemin à faire, il parle avec son voisin. L'Européen n'a pas le temps de parler parce qu'il n'a pas cette touche méditerranéenne. الجزائري يحب يقصر تبي يشوف لك 2 دقائق يقصر معك في التران يقصر معك لكن un Européen vous restez bon je ne vais pas dire que tous les Européens sont comme ça mais généralement ils sont froids dans le rapport avec l'étranger. Je parle avec l'étranger. Donc nous, on n'a pas le temps de lire, mis à part si on a un examen à passer. Donc c'est pour ça qu'il a toujours dit que le lecteur algérien, il y a un lectorat, ils lisent, mais à leur manière. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ahmed. Je pense qu'on en a fini avec... Tu veux quelque chose? Ok. Oui, juste pour corroborer ce que tu disais, Ahmed, c'est que ce qui était extraordinaire en plus de son érudition, c'est que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout dans les stéréotypes et qui faisait tout justement pour casser les stéréotypes. Comme il était, par sa générosité, rassembleur, tout ce qui pouvait se dire qui concernait la société algérienne, comme tu disais, ils lisent pas, ils travaillent pas, ils font pas, Maïdéroche, etc. Lui, il contre-argumentait parce que justement, il avait un regard tellement généreux et humaniste en fait de la société, mais c'est pas pour autant, c'est encore, enfin pour nous en tout cas, tellement plus constructeur et ça correspondait à une vérité que beaucoup ne veulent pas voir. Vous allez trouver des personnes qui vont voir le verre à moitié vide, alors que lui faisait partie de ceux qui voyaient le verre à moitié plein. Et l'autre chose aussi, c'est que on parle de son imaginaire, de son talent d'écrivain, mais c'était aussi un travailleur. C'est-à-dire qu'il était c'était un laboureur. Il écrivait tous les jours, tous les soirs, mais c'était aussi un exercice qu'il s'astreignait à faire. Et là-dessus, c'est-à-dire c'est pas le fruit du hasard qui a fait qu'il avait tant de talent. Bien sûr qu'il avait un potentiel, mais en même temps, il travaillait tout le temps. Ce qu'il faisait, il le faisait vraiment à fond, profondément. D'abord parce qu'il aimait ça, mais aussi parce que ça faisait partie aussi de son éducation. Son père était instituteur, et directeur d'école. Donc il y avait avec le khadma, le travail, le sérieux, etc. La modestie en même temps. Et ça, c'est extraordinaire. Et du coup, il prenait des initiatives. Moi, je pourrais jamais oublier. J'ai une reconnaissance énorme pour ce qu'il a apporté à Artissimo. Tout d'abord, à chaque fois qu'on l'a invité pour une conférence, il a répondu présent, sans aucune, sans prise de tête, sans montrer qu'il était très occupé, etc. Alors que je sais qu'il l'était. Souvent, nos événements se faisaient le vendredi. Je me rappelle qu'une fois, je devais partir aux États-Unis pour une espèce de, une tournée qui allait faire connaître Artissimo. J'en parlais avec lui naturellement. Il me dit, mais t'as pas préparé de document? Il te faut un document de présentation. J'y avais même pas pensé. Il a écrit la présentation. Ahmed, c'est toi qui avait fait le design graphique, etc. Donc il avait le sens du détail et encore une fois cette générosité, mais c'était du travail parce que derrière il fallait y mettre du temps, il fallait écrire, il fallait le concevoir, il fallait échanger, peut-être au détriment de son propre entre guillemets business, mais c'était ça Méziane, il allait au devant des choses. Idem pour l'identité visuelle, pour les 5 axes. Dès qu'on disait quelque chose, une petite phrase anodine, lui il retenait, il en
faisait, il imaginait autour de cette petite intention un projet et vraiment, en tout cas, c'est une grande perte pour l'Algérie. Je pense qu'il faut qu'on en soit conscient et j'espère que ceux qui ne l'ont pas connu pourront le découvrir à travers ses ouvrages, à travers ses écrits, ses articles. Al-Watan, comme vous le disiez, c'est une encyclopédie en fait de connaissances sur la culture algérienne. Donc soyez, pour les jeunes qui sont là, je suis vraiment ravie qu'il y en ait. Voilà, soyez curieux de découvrir ses écrits et voilà, et continuons à faire vivre sa mémoire. Voilà. Merci Zafira. Ahmed, je te laisse annoncer la suite du train. Voilà, pardon. Je demande à M. Tijani Tama, مدير الكتاب والمطالعة لدى وزارة الفنون والثقافة باش يقدم تكريم للسيدة فرحاني. شكرا والى اللقاء.